Bonjour à tous. Donc, comme Antoine vous l'a dit, je m'appelle Jean-François de Pressa, je travaille à Photonis, à Brive. C'est une société... alors, attendez, je fais comme ça. Okay. Je suis animateur SSE, donc santé, sécurité, environnement. Donc, aujourd'hui, j'interviens plus pour la partie environnement. Et pour vous faire part donc de notre retour d'expérience suite au bilan des émissions de gaz à effet de serre que nous avons fait dans un cadre réglementaire pour décembre 2012. Donc j'ai mené ce travail en collaboration avec le soutien et l'encadrement d'Antoine et d'Olivier ici présents, qui m'ont bien aidé dans le domaine, puisque au départ je ne connaissais pas grand-chose. Et donc dans un premier temps, je vais vous présenter le groupe Photonis. Alors je vois qu'il y a un petit E à la fin qui est venu s'égarer. Donc Photonis Technologies, c'est une société multinationale qui est privée, qui comporte plus de 1000 salariés. La holding, qui regroupe toutes les directions, est située dans le bassin bordelais, puisque c'est à Mérignac, à côté de l'aéroport. Et nous avons 4 sites de production qui sont répartis donc sur Brive. Le premier, c'est l'entreprise, enfin la société qui regroupe le plus de personnel, puisque nous sommes environ 520 personnes, sans compter les intérimaires. Ensuite, nous avons également une société dans le nord des Pays-Bas, à Roden exactement, qui regroupe environ 350 personnes. Et nous avons également 2 sociétés aux États-Unis, à Sturbridge et à Lancaster, qui sont de plus petite taille, puisque au total, il y a environ une 50aine de personnes. Alors, concernant Photonis France, Photonis SAS, donc cette société est donc une société de haute technologie, parce que nous faisons des produits assez élaborés. Nous sommes implantés donc à Brive depuis 1937. Au départ, la société s'appelait Hyperelec et fabriquait des tubes d'émission. Nous bénéficions de plus de 75 ans d'expérience donc dans un domaine à la fois civil mais surtout militaire. Et nous sommes sur un marché très concurrentiel. Actuellement, pour le cœur de notre activité, que vous allez voir un petit peu plus loin, ce sont les tubes intensificateurs de lumière. Il faut savoir que dans le monde, il y a environ 6 sociétés. Donc États-Unis, Japon, Inde, Brésil, Russie. Nous bénéficions d'une triple certification ISO, donc pour ceux qui en ont déjà entendu parler, ISO 9001 concernant le domaine de la qualité, ISO 14001 pour ce qui concerne l'environnement et OSAS 18001 dans le domaine de la sécurité. En plus de ces 3 certifications, nous avons également la certification OEA, donc opérateur économique agréé en douane. C'est quelque chose qui est assez important pour nous parce que, grosso modo, 95% de nos produits sont voués à l'exportation. Et depuis donc les événements de 2001 aux États-Unis, les contrôles douaniers ayant été extrêmement renforcés, il a fallu que nous trouvions une solution pour accélérer toutes les formalités douanières. Et donc c'est cette certification qui nous a permis cela. Ça nous fait gagner du temps et de l'argent. Je vais vous présenter très rapidement donc les 4 produits phares de l'entreprise. Donc en premier, celui qui occupe le plus de personnel et que l'on produit le plus, ce sont les tubes intensificateurs de lumière. Donc ces produits sont spécialisés pour permettre des détections d'images en milieu faiblement éclairé, faiblement lumineux. Donc ces produits équipent notamment les armées du monde. Au départ, ce produit qui était très cher était surtout voué à équiper notamment des avions et des hélicoptères. Et puis la production étant devenue plus importante et le prix ayant un peu baissé, ce type de produit a permis d'équiper par la suite donc les blindés terrestres. Et maintenant, nous sommes dans nous arrivons à un 3e niveau où les armées du monde cherchent à équiper leurs fantassins de manière individuelle, ce qui permet lors d'opérations au sol, d'avoir bien sûr un avantage sur les ennemis. Alors,
On voit donc sur l'écran donc un fantassin justement qui est équipé d'une lunette de vision nocturne, et sur la photo de droite donc vous voyez ce que peut voir ce fantassin. Donc il y a un chargé. Le deuxième produit, ce sont les galettes de microcanaux. Les galettes de microcanaux que l'on appelle en interne les GMC. Donc en fait, il s'agit de l'un des 3 composants principaux du tube intensificateur de lumière. En fait, ce produit est tout simplement un multiplicateur du nombre d'électrons, c'est-à-dire que il est en première partie derrière la fenêtre d'entrée et il permet d'intensifier donc le nombre d'électrons qui transitent via la fenêtre d'entrée, qui est générée par la cathode. Donc au final, ça la permet de constituer sur l'écran du tube une image visible par l'œil, comme vous pouvez voir juste au-dessus. Donc nous fabriquons les galettes de microcanaux pour nos propres tubes de vision nocturne et également pour ceux qui sont fabriqués aux Pays-Bas à Roden. Et nous en vendons également d'autres pour certaines applications scientifiques. Alors le produit que nous fabriquons le plus, c'est celui que vous voyez qui est rond là. Et les 2 autres de gauche, donc en forme annulaire et en forme rectangulaire, ce sont plus pour des applications scientifiques. Alors, on va voir après. Le deuxième produit, ce sont les détecteurs de neutrons et gamma, qu'en interne on appelle les DNG. Ces produits sont utilisés dans le domaine nucléaire. Ils permettent de mesurer des flux neutroniques au niveau des réacteurs de puissance, donc par exemple au niveau des centrales nucléaires, ce qui permet de piloter le réacteur en lui-même. Et, il participe également à la sûreté des installations nucléaires, par exemple, sur un nucléaire ou équipement nucléaire, par exemple les sous-marins atomiques. Alors, il y a une diapo qui est une photo qui est un petit peu en avance, mais ça fait rien. Dernier produit phare, donc ce sont les Streck Tubes. Les Streck Tubes, c'est des tubes à découpage. Ils sont utilisés principalement dans des projets de recherche scientifique. Ils permettent l'analyse spatio-temporelle de phénomènes lumineux extrêmement rapides. Alors, je ne sais pas si tout le monde parmi vous peut apprécier l'efficacité de nos produits, mais bon, c'est de 10-9 à 10-15 secondes. Donc 10-9 secondes, pour vous situer, c'est 1 milliardième de seconde. Et quand on parle de 10-15 secondes, c'est-à-dire qu'ils peuvent détecter des événements lumineux qui sont d'une durée de 1 millionième de milliardième de seconde. Pour vous situer un petit peu la capacité de nos produits. Donc vous voyez sur la photo de gauche donc quelques-uns de ces produits-là, et sur la photo de droite par exemple une photo qui peut être faite à partir de nos produits, c'est-à-dire une balle qui traverse un œuf par exemple. Voilà. Donc c'est pas la seule application, il y en a d'autres également. Alors, pourquoi le bilan carbone ? Bien, au départ, donc, nous étions contraints de réaliser le bilan des émissions de gaz à effet de serre, puisque nous sommes une entreprise de plus de 500 personnes. La direction n'a pas voulu s'en arrêter là, à l'époque, et a demandé à ce qu'on aille jusqu'au bilan carbone, qui est beaucoup plus exhaustif que le bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pourquoi ? Donc, Photonis a voulu rester cohérent, c'est à l'heure de solidarité, et de rester pour l'environnement. Impliquer également le personnel, faire découvrir de quoi il s'agissait et sensibiliser et impliquer les gens dans ce domaine-là. Donc Photonis a un rôle sociétal à jouer dans la sensibilisation du personnel aux enjeux environnementaux, ce que je viens de vous dire. Et c'est quelque chose d'ailleurs qui marche assez bien, puisque au départ, les gens ne faisaient qu'en entendre parler et ne se sentaient pas très impliqués. Et au cours du travail que j'ai mené en collaboration avec Olivier et Antoine, il y a différentes personnes de l'entreprise qui ont été impliquées, notamment pour la recherche de tous les éléments nécessaires. Et du coup, tout le monde a un petit peu ouvert les yeux, s'est rendu compte de quoi il s'agissait, et les gens, ça a fini par les intéresser. Et ça les intéresse non seulement au quotidien dans l'entreprise, mais également chez eux.
Le troisième point, donc, c'est la dimension économique. Donc, toute entreprise, et notamment les entreprises privées, au final, il faut gagner d'argent. Donc, il faut générer un gain financier en réduisant nos surconsommations, parce que on s'aperçoit très rapidement quand on entre dans la démarche du bilan carbone que des surconsommations, on en fait au quotidien sans s'en rendre compte. Et de ce point de vue-là, le bilan carbone représente une bonne photo de l'existant et se permet de mettre le doigt sur certains facteurs qu'on n'aurait pas pris en compte sinon. Quatrième point, donc, c'est changer notre approche classique, donc en accélérant et en quantifiant notre empreinte carbone. Quels ont été les freins et les difficultés lors de cette démarche? Alors tout d'abord, les points positifs. Le premier point positif, et là je tiens vraiment à insister là-dessus, c'est l'encadrement et le soutien externe dont j'ai bénéficié, dont Photonis a bénéficié de la part d'Antoine et d'Olivier, qui ont été vraiment des guides pour moi, qui m'ont permis d'arriver à mener cette tâche à bien. On a eu un suivi, je dirais pas au quotidien, mais au moins hebdomadaire, avec des réunions régulières et puis beaucoup d'échanges entre nous. Et ils ont été d'une efficacité absolument redoutable. Merci à eux. Deuxième point positif, donc comme je l'ai déjà évoqué, c'est l'implication d'un groupe de travail en interne sous la forme d'un comité de pilotage. Dans ce comité de pilotage, il y avait 8 personnes, je pense, issues de différents horizons de l'entreprise, que ce soit les services techniques, que ce soit le service achat, que ce soit la qualité, que ce soit les services de production. Enfin, à différents niveaux, il y a eu des personnes d'impliquées. Il y a eu également donc une collaboration et une implication importante du personnel, notamment dans ma recherche des différents éléments. Tout le monde a joué le jeu et m'a aidé dans cette démarche. Même si quelquefois ça a été peut-être un peu long, mais il y avait un travail énorme à mener. Ensuite, point positif, donc comme je l'ai évoqué aussi précédemment, il y a eu une prise de conscience collective des enjeux environnementaux. Comme je vous l'expliquais, les gens se sont rendus compte finalement de leur participation individuelle aux émissions de gaz à effet de serre, notamment sous la forme des transports, ne serait-ce que pour venir travailler et repartir chez eux. De ce point de vue-là, il y a eu des avancées de fait. Ensuite, donc, nous avons une meilleure connaissance dorénavant de nos activités, notamment pour hiérarchiser les différents points d'émissions de gaz à effet de serre, que ça concerne le chauffage, les déplacements ou l'énergie consommée sous différentes formes. Autre point positif, il s'agit de la mise en place d'outils pour la collecte des données, puisque, comme on vous l'a expliqué précédemment, le bilan des émissions de gaz à effet de serre, c'est quelque chose qui revient de manière cyclique. Pour nous, ce sera tous les 3 ans. Donc nous l'avons fait pour fin 2012, il va falloir que nous le fassions pour fin 2015. Donc la première fois, c'était quelque chose qui était vraiment très important. Il y a tellement de domaines différents pour la collecte des données. Donc maintenant, avec les outils que nous avons mis en place, nous avons des suivis qui nous permettront d'avancer beaucoup plus vite. Ça nous a permis de déterminer des actions d'amélioration à venir, et de générer des économies. Donc c'est l'un des buts du plan d'action également. Donc la comparaison avec l'existence sera possible. Donc à l'époque j'ai mis dans 3 ans, c'est-à-dire que fin 2015, déjà on pourra voir qu'est-ce qui a évolué par rapport à la situation antérieure de 2012. Il y a parallèlement quelques petits points négatifs, mais bon, on va passer rapidement dessus parce qu'on trouve toujours des solutions. Donc, comme je l'expliquais, le premier gros point, c'était l'absence totale d'outils pour la collecte de certaines données. Et malheureusement, c'est pour les données les plus importantes chez nous, notamment au niveau de tous les intrants, que ça a été le plus difficile. Il a fallu énormément travailler dans ce domaine-là. Pour certaines données, le tri a revêtu très rapidement un caractère très fastidieux, notamment donc au point de vue des immobilisations, des réceptions, tout ce qui concernait le fret.
et également dans le transport des moyens de transport des visiteurs. Et puis, bien, on a eu aussi quelques petites réticences de la part de certains prestataires qui travaillent pour l'entreprise, pas forcément directement l'entreprise elle-même, pour nous fournir des données demandées. Mais on a fini par résoudre ce problème-là. Bon, ils ont bien compris que de toute façon, ils ne pouvaient pas en être autrement, qu'il fallait qu'on mène à bien ce travail. Bon, voici un tableau récapitulatif donc du bilan des émissions de gaz à effet de serre pour Photonis. Donc on arrive à un sous-total de 679 tonnes équivalentes CO2. Bon, c'est un tableau qui va pas trop vous parler, c'était surtout pour vous montrer qu'il y avait un existant et qui permet d'analyser ligne par ligne les trois domaines, les deux domaines plutôt, donc les émissions directes et les émissions indirectes associées à l'énergie. Voici maintenant la représentation graphique. Donc vous voyez que la plus grosse part, c'est la consommation d'électricité. Ensuite, les sources fixes de combustion. Ensuite, les émissions fugitives, puis les sources mobiles à moteur thermique. Et pour le reste, c'est insignifiant. C'est les scopes 1 et 2. Donc les scopes 1 et 2, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont les deux parties qui sont obligatoires pour l'émission le bilan des émissions des gaz à effet de serre. Le scope 3, ça concerne l'extension pour arriver au bilan carbone. Dans le plan d'action, il y a eu donc une demande de devis pour le remplacement de la chaudière, qui est un point important, d'autant plus que notre chaudière est très ancienne, puisque je crois qu'elle a loin de 30 ans. Elle ne date pas de la création du site, mais bon, on peut s'en fout. Pour ce point-là, le problème, c'est le coût financier qui est difficile à supporter. Il faut l'anticiper, puis il faut avoir l'accord de la holding, puisque pour toute demande d'investissement, on n'est pas entièrement autonome, on dépend aussi de la holding. Ensuite, il y a une étude pour la mise en place d'une GTC. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une gestion technique centralisée. Donc, cette action a pour but essentiel de contrôler et de réguler toutes les installations de chauffage. Donc ça, c'est quelque chose, on va le voir après, je crois, qui est en cours d'étude et qui va commencer à entrer en application fin 2014, début 2015. Deuxième point, ce sont les études d'amélioration de l'isolation thermique des différentes ouvertures des bâtiments et notamment des fenêtres, parce que notre site a plus de 50 ans et il y a 50 ans, on ne s'occupait pas de l'isolation comme on s'en occupe maintenant. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine. Quatrième point, la création d'un diagnostic transporteur. Jusqu'à présent, nous avons transporteur principal qui fait à peu près 90% de nos réceptions et expéditions. Donc nous travaillons en lien avec lui. Chaque mois, il nous fournit un bilan de notre, l'équivalent de notre émission de gaz à effet de serre. Ensuite, autre point, donc l'intégration du critère énergétique dans les négociations du service achat. Ça, c'est quelque chose qui a été très rapidement mis en place, c'est-à-dire que, par exemple, au niveau des moteurs électriques, il y a 3 catégories, A, B et C, et les moteurs électriques les moins énergivores sont les moteurs de la catégorie C. Donc, dans le cahier des charges des services achats, nous demandons à tous nos prestataires de nous fournir des moteurs de catégorie C. Nous avons mis en place également un nouveau cahier des charges au niveau de la restauration, avec notamment des repas bio et des approvisionnements locaux. Il y a une fois par semaine des repas sans viande également, puisque je ne savais pas, mais chaque fois qu'on consomme de la viande, ça représente dans la chaîne beaucoup plus d'émissions de gaz à effet de serre. En ce qui concerne les déplacements du personnel, il y a eu un gros travail de sensibilisation qui a été mené à partir d'une enquête. Nous avons
même été jusqu'à nous inscrire sur un site de covoiturage réservé aux entreprises. Il y a un plan de communication donc de notre service sur les éco-gestes, donc ce qui concerne les économies, notamment les économies d'électricité. Parallèlement à cela, nous avons dans l'entreprise depuis octobre 2012 la démarche 5S. Alors je ne sais pas si quelques-uns parmi vous connaissent cette démarche 5S. C'est une démarche qui vient du Japon. C'est une méthode de travail qui permet de gagner du temps dans différents domaines. Et donc, par exemple, un tout petit exemple, on demande maintenant à ce que pendant la coupure repas, les gens éteignent l'écran de leur PC, puisqu'un écran, c'est comme une lampe, en fait. Et dernier point, c'est l'introduction donc dans le catalogue de formation en droit individuel à la formation de l'éco-conduite. Donc, toute personne qui veut suivre une formation en éco-conduite est libre de la choisir dans le catalogue formation. Merci de votre attention. Bonne soirée.